Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast Good Morning SAV, et le podcast qui fait du bien à mon SAV. Aujourd'hui, on va parler du client, et le client, il a toujours raison. Je suis avec Laurent Mella, expert SAV, moi c'est Johan, je fais des vidéos tuto pour le service après-vente. Laurent, moi le SAV que j'ai connu, c'est le client, il a toujours raison, il faut dire oui à tout ce qu'il dit. C'est vrai ça ou pas? Alors ça, c'est un très gros sujet. On a tout un historique de position du client roi, du client que pour satisfaire un client, il faut lui dire oui systématiquement à tout. Euh, Plus, on a donc ce côté un peu marketing qui est arrivé au milieu des années 80. Client roi, la notion de client roi, c'est vraiment une notion purement marketing qui a été lancée notamment auprès plutôt des magasins. Et petit à petit, ça envahit la planète. Et puis, on a un deuxième aspect, c'est que quand on vient dans le service après-vente, on vient dans ce métier-là parce qu'on a la satisfaction du client en chevalier au corps. Sinon, on ne va pas dans ce genre de métier. C'est très exigeant. Et donc, si on associe les deux, la volonté de satisfaire le client à tout prix, voire à n'importe quel prix, et le fait que le client est censé être un client roi, on arrive à peu près à du grand n'importe quoi. Et notamment à une gabegie financière parce qu'on ne va pas gérer les choses correctement. Et on va penser qu'on a satisfait le client réellement, alors que dans la réalité, c'est pas souvent le cas. Pourquoi? Parce qu'on se pose pas la bonne question. La question, c'est pas de savoir si le client est roi. La bonne question, c'est de savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour le client, réellement. Et est-ce que je peux produire cette valeur? Est-ce que je peux lui apporter cette valeur dans une logique structurée de fonctionnement et de coût? Tout est là. Ok, donc tu es en train de me dire que la stratégie de base, le client est roi, faut dire oui à tout, c'est une bêtise. C'est une erreur de jugement. C'est une erreur d'interprétation. C'est un assemblage de croyances. En fait, souvent, dans mes formations, dans mes accompagnements, je pose la question autour de la table. Je demande est-ce que le client a toujours raison? Je laisse quelques secondes aux auditeurs pour se poser la question. Est-ce que le client a toujours raison? Quand je fais le tour de table, en général, j'ai 99% de non. Et le 1% restant, c'est il faut lui faire croire que oui. La réalité n'est pas là du tout. Dans la réalité, le client a toujours raison. Toujours, sans aucune exception, dans son monde, dans sa lecture des événements qui lui arrivent. Okay. Parce que nous avons tous raison dans la lecture que nous avons du monde. C'est un point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est le point de vue. C'est juste un point de vue. Et contredire son point de vue n'a pas d'intérêt. Ça nous amène nulle part. Le job, c'est pas d'aller en contradiction avec ça. Le job, c'est de comprendre son point de vue, d'essayer de regarder le monde comme il le regarde, et soit de se dire, bah finalement, oui, il a raison, c'est le bon point de vue, ou de l'amener à regarder le monde comme nous, on le regarde. Parce que c'est plutôt nous qui, à ce moment-là, avons la meilleure interprétation. Pour faire ça, il y a plein de façons d'apprendre, mais la première, c'est d'écouter réellement ce qu'il dit. Soyons très simples. Un client qui est en panne, sa machine, son équipement, il est dans une logique de production. Donc chaque heure, chaque minute, chaque heure qu'il perd, c'est de l'argent qui s'en va, des livraisons qu'il ne fait pas, de la satisfaction de ses propres clients qui ne va pas arriver. Donc s'il est en colère à ce moment-là, on ne peut pas lui en vouloir d'être en colère. Il a raison d'être en colère. Sauf que quand on est de l'autre côté, que ce soit au téléphone ou en face à face, on n'a pas envie de recevoir cette colère. Parce qu'on n'y est pour rien directement en tant qu'individu. L'équipement tombe en panne, oui, les équipements tombent en panne, et les équipements tomberont en panne. C'est une réalité. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait et comment, à quelle vitesse, on va résoudre la difficulté. Donc le sujet, c'est pas de refuser la colère du client, c'est de l'accepter et de savoir la gérer. Ok, et comment tu parles de... Le gros intérêt dans tout ça, c'est de trouver quelle valeur on peut apporter au client. Comment je peux Oui. faire ça? Parce que quand il arrive, il est en colère et tout. Est-ce que c'est le moment d'essayer de comprendre la valeur qu'on peut lui apporter ou c'est trop tard? Alors, c'est toujours un bon moment. Dès qu'on a un contact avec un client, c'est toujours un bon moment. Bien sûr qu'il faut que j'ai fait un peu de travail avant,
mais en général, c'est fait. La plupart des entreprises se sont posé la question des besoins. Si elles fabriquent des équipements, si elles les distribuent ou les louent, c'est bien qu'elles se posent la question de à quoi ils vont servir, quelles fonctionnalités les clients ont besoin pour réaliser leur propre métier. Donc la question, elle n'est pas trop sur les fonctionnalités, quoique, on pourra en reparler, mais elle est sur comment ils utilisent ces fonctionnalités, comment ils les exploitent. On a une pratique, un peu plus peut-être, en France, en Europe qu'ailleurs, c'est à voir, d'avoir une logique d'ingénieur. C'est-à-dire que quand on fait de la technologie, eh bien, l'important, c'est la technologie. Alors que dans la réalité, quand un client exploite un équipement, une machine, c'est pas la technologie le point le plus important, c'est ce qu'elle fait, ce produit, ce qu'elle permet de faire. Et donc, quand on passe technologie, on pense développer des fonctions. Et encore trop souvent, un peu moins, mais encore trop souvent, on développe des fonctions parce qu'on pense que ce sont des bonnes fonctionnalités. Parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on connaît du marché, c'est ce qu'on connaît des produits. Et on a une course comme ça à rajouter de la fonction sur les équipements. Dans la réalité, quand on observe les utilisateurs, ceux qui exploitent réellement les équipements, dans des marchés différents, des secteurs différents, des activités différentes, on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas utilisées. Et si on regarde dans le détail, on va s'apercevoir qu'il y a des points communs. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont vraiment très très peu exploitées. Pourquoi les avoir développées? Pourquoi avoir mis de l'énergie dedans si ça n'a pas de valeur pour ceux qui l'utilisent? La valeur, elle est là. C'est à partir du moment où je peux exploiter quelque chose et que j'en tire un profit. Alors la notion de profit n'est pas que financière, c'est je peux réaliser le job pour lequel je suis employé, je peux réaliser les missions pour lesquelles je suis employé, je peux réaliser en tant qu'organisation les promesses que je fais à mes propres clients. Elle est là la valeur, ce qui me permet de faire ça. Ça nous amène à la question de comment on est gagnant finalement, comment on est gagnant dans la réalité. Et ça, c'est un vrai sujet. Là, tu parles d'être gagnant dans la réalité pour le client et pour l'entreprise alors? Oui. On parle souvent du terme gagnant-gagnant, win-win. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire je dois satisfaire le client à tout prix, comme on disait un peu au début? Ou est-ce que ça veut dire finalement apporter la juste valeur ajoutée à un client donné, qui va être différente d'un client à un autre, tout en regardant comment cela génère de la valeur pour l'organisation et comment cela génère de la valeur aussi pour un technicien, pour un commercial, pour un dirigeant. C'est toute cette chaîne-là qui doit être appréhendée, qui doit être parfaitement comprise. La difficulté, c'est que ça évolue tout le temps. Quand on regarde son contexte d'entreprise, on évolue. Autour de nous, tout évolue tout le temps. Chez nos clients, c'est exactement la même chose. Ça évolue tout le temps. Donc, pour comprendre ce qui peut réellement apporter de la valeur, il faut être dans un niveau d'écoute extrêmement élevé. Et quand on regarde les métiers, notamment les métiers techniques, la formation sur des questions relationnelles est quasi inexistante. Elle n'arrive, en tout cas en formation initiale, elle n'arrive qu'après, et encore, si l'entreprise dans laquelle les techniciens, le support, les assistants, les magasiniers, les chefs d'atelier, si tout ce petit monde-là, à un moment donné, est considéré comme ayant une vraie valeur relationnelle pour le client. Et à ce moment-là, ils vont être accompagnés par des formations. Mais c'est encore trop peu fréquent. L'écoute, ça se travaille, ça s'apprend. On parle notamment d'écoute active. L'écoute active, c'est aller vraiment comprendre ce qui se dit et ça demande un effort personnel important. Et ça vient, tu disais, il faut lui faire croire, donc il faut faire croire au client que oui, en effet, il a toujours raison. Et c'est vrai que dans les écoles, on va dire, techniques, on nous apprend à réparer, on nous apprend la technique, les machines, l'hydraulique, l'électrique. Mais ouais, alors moi, je suis passé à l'école il y a longtemps maintenant, mais même actuellement, je pense qu'il y a très peu encore de formation sur l'écoute ou sur même le relationnel ou la communication. Moi, j'ai appris ça très tard quand j'étais salarié il y a 4 ans, je dirais. Et encore, c'était même pas pour gérer les clients, c'était pour gérer mon équipe. Mais c'est un peu la même chose. Et du coup, pour faire croire au client que oui, il a toujours raison, et pas tomber dans le client est roi, c'est ces compétences-là qu'il faut obtenir, en fait, c'est ça? Exactement. Et ça, ce sont des compétences relationnelles, comportementales. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Si on a de la chance,
que dans le cursus personnel, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, je suis dans un environnement personnel ou professionnel ou les 2 qui me permet de développer mon relationnel, c'est sûr que quand je vais arriver sur le marché du travail, je vais être plutôt bien, ça va être plutôt facile. Mais c'est pas la majorité, loin de là. Dans le monde technique, c'est une toute petite minorité. Donc quand on est responsable d'une activité de service ou responsable d'entreprise, on ne peut pas compter sur la chance. Il faut mettre en place des formations autour de ça parce que tout s'apprend. Écouter s'apprend, reformuler s'apprend, s'exprimer correctement s'apprend, avoir les bonnes mécaniques, la bonne réactivité dans le langage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça s'apprend. Avoir le bon comportement quand on sent qu'une tension arrive pour la désamorcer, ça s'apprend. Avoir une posture de comprendre que dans une situation donnée, j'ai fait une intervention, j'ai réparé, je me rends compte que dans la réparation, il y avait un petit manque d'entretien. Le dire avec une certaine subtilité, une certaine intelligence, un certain savoir-faire au client pour ne pas le vexer et parce qu'il n'a pas dans ma tête, il n'a pas fait l'entretien, c'est normal qu'il ait un problème. Non, c'est pas ça le sujet. C'est OK, la cause, c'est un manque d'entretien. Mais c'est ce manque d'entretien, c'est une super opportunité pour aller proposer au client de le gérer pour lui cet entretien. Puisque lui, pour X raisons, X bonnes raisons, a du mal à le gérer. Okay. En fait, chaque épine d'un client, chaque chose qu'il ne fait pas, ou qu'il fait mal, pour toutes les bonnes raisons du monde, on n'a pas à juger ça. C'est une occasion de proposer de la prestation de service. Mais proposer de la prestation de service, là aussi, ça s'apprend. Quand on est issu d'un milieu technique, on n'a pas la compétence commerciale, c'est pas inné d'être commercial, pardon, ça s'apprend. Donc, il est toujours temps, quel que soit l'âge. Et je reviens moi sur le client est roi, c'est une stratégie que moi j'ai toujours beaucoup vue et notamment, souvent c'était la personne elle est en panne et c'était: «Non, lui facture pas l'intervention parce qu'on est en train de lui vendre quelque chose». Ça, c'est un peu le client est roi aussi. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus, donc beaucoup de gens de SAV ont dit: «Ouais, c'est pas normal de faire ça». Il y en a d'autres qui avaient pris un peu plus de recul, ils disaient: «Bah, c'est quand même pas bête de faire ça parce que c'est faire une remise pour fidéliser le client». Est-ce que ça, c'est une stratégie gagnant-gagnant ou c'est une stratégie qui fait du mal plutôt au SAV parce que le client, il va se rendre compte que, ah bah, le SAV, il y a jamais besoin de le payer, c'est génial. Ah, ça nous parle beaucoup de la question de la gratuité. Bien sûr, ça arrive très fréquemment. Très fréquemment, les commerciaux ont une activité régulière avec les clients et forcément, ils ont des ventes potentielles à un moment donné. Et il arrive que pendant ce processus où il y a une conversation pour acheter quelque chose ou quelque chose, le il y a un problème sur une autre machine, un autre équipement qu'on a déjà vendu, qui est déjà en place. La question, elle est à plusieurs tiroirs. Le premier niveau, c'est pourquoi le commercial a peur de perdre la vente si on facture le service? Posez-vous cette question, essayez d'y répondre dans votre entreprise. Pourquoi les commerciaux ont peur? Très souvent, il y a un historique. D'abord, il y a une incompréhension du fait que le SAV, ça a énormément de valeur. Donc, si je fais gratuit quelque chose qui a énormément de valeur, c'est donc que ça n'a pas de valeur. Deuxième effet très délétère, ça dit au SAV, donc au personnel technique qui réalise ce SAV, bah, qu'ils n'ont pas de valeur. Alors évidemment, c'est inconscient, tout ça, c'est induit. Ce sont des effets induits, mais c'est extrêmement délétère. Et un des impacts, si le SAV n'a pas de valeur, c'est qu'on ne va pas retenir les techniciens. Et on s'en est très rapidement. Deuxième impact, on ne va pas gagner d'argent. Okay, ouais, peut-être un peu rentable, à peine, ou on va perdre de l'argent. Donc, on n'a pas d'intérêt à poursuivre ça. Et pourtant, si on a quelque chose qui est dans les tuyaux pour être acheté, évidemment qu'on doit tout faire, toute l'entreprise, donc les SAV compris, pour que ça se réalise. Donc la question à se poser, parmi les questions à se poser, c'est de se dire finalement, quelle est la place du SAV dans mon processus de vente? Quelle est sa place réelle? Pas celle que j'imagine, pas celle que je voudrais, pas celle qu'historiquement on traîne. C'est quoi la place réelle? Et quelle est celle que je voudrais vraiment? Ça commence déjà à tracer une trajectoire sur comment aller optimiser son organisation SAV. Gros sujet.
Du coup, si on veut conclure l'histoire de le client a toujours raison, euh, c'est pas une très bonne stratégie. Par contre, il faut lui faire croire qu'il a toujours raison. C'est quoi là où les stratégies d'avantage gagnant-gagnant qu'on peut mettre en place pour commencer quelque part à sortir du schéma dès que le client il a un problème, il a toujours raison, on cherche pas à comprendre. C'est de séparer les choses. Le client a toujours raison, dans son monde, de son point de vue. Ok. On l'accepte, on arrête de discuter le sujet. Et on ne va jamais aller à la confrontation pour ça, ça n'a pas d'intérêt. La question, c'est de comprendre le contexte. C'est d'être en capacité de questionner le client plutôt que de chercher à s'opposer à lui pour lui imposer notre point de vue qui n'apportera rien. Parce qu'en fait, dans la réalité, les deux ont raison. C'est toujours une question de point de vue. Donc, comment je fais? Je vais questionner. Donc, mes techniciens, mes commerciaux, mes assistants, mes chefs d'atelier doivent questionner beaucoup pour comprendre le contexte actuel client. Même si je connais ce client depuis 10 ans, que j'ai l'impression de connaître son contexte par cœur, dans la réalité, son contexte continue d'évoluer comme le mien. Donc, c'est de questionner pour comprendre. Ensuite, c'est de comprendre pourquoi le client est en colère. C'est pas juste parce qu'il y a une panne. C'est à cause des conséquences de cette panne. Est-ce que je connais l'intégralité des conséquences? Très souvent, j'en connais qu'une partie. Et pour résoudre un problème, il faut en comprendre les causes. Souvent, techniquement, les techniciens savent très bien faire. Ils savent décortiquer la mécanique, l'informatique, l'hydraulique, l'électronique, l'électrique qu'il y a derrière. Ça, aucun problème. On cherchait les causes, et une fois qu'ils ont trouvé les causes racines, ils traitent, et c'est reparti. Dans la relation humaine, c'est la même chose. Dans la relation humaine, on a besoin de comprendre les causes qui génèrent la colère. Très souvent, le plus souvent, ce sont les conséquences de ce qui est en train de se dérouler. Si la machine ne repart pas dans les 2 heures, dans les 5 heures, dans les 2 jours, je vais avoir, en tant que client, tel et tel problème, telle et telle conséquence vis-à-vis de mes propres clients, vis-à-vis de mon chef, vis-à-vis de mes commerciaux. Je vais avoir plein de conséquences. Bien, c'est ces conséquences qu'il faut adresser. Il faut les avoir comprises. Et parfois, et je l'ai rencontré très souvent, en réalité, la réponse n'est pas technique. Quand on a compris les causes, la réponse n'est pas technique. L'important, c'est de traiter les causes. En tout cas, c'est de faire en sorte que les conséquences dont le client a peur n'arrivent pas ou soient minimisées, et ensuite de se mettre en route pour résoudre le problème, qui sera peut-être un soutien logistique, de la mise à disposition de quelque chose, et évidemment une réparation. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est peut-être un problème émotionnel ou se taper l'air bête vis-à-vis du voisin ou ne pas avoir eu de solution assez rapidement ou de véhicule de remplacement ou ce genre de choses. Mais ouais, c'est d'accord. En fait, si je résume, j'allais dire peut-être que la première base pour sortir de ce schéma, on va dire archaïque, c'est de se former sur les relations humaines et savoir communiquer pour comprendre le besoin des autres, leurs problèmes et ce qu'il y a derrière. Bah, bon, là, on parlait de colère, mais ça peut être autre chose, hein. C'est derrière, en tout cas, le vrai problème, trouver le vrai problème de cette personne. Ouais. C'est le vrai sujet. Tu viens de mettre le doigt sur le mot exact, c'est la gestion des émotions. C'est très complexe de gérer des émotions quand on n'a pas appris à le faire. Très compliqué. Et on ne peut pas en vouloir à un personnel technique de ne pas savoir faire si on ne lui a pas appris. On ne peut pas lui en vouloir. Je forme beaucoup de techniciens, j'en ai formé des centaines, et je trouve qu'il y a vraiment un noyau central qu'on retrouve sans arrêt. C'est la phrase qui revient le plus souvent, c'est: «Pourquoi je n'apprends ça que maintenant? Ça m'aurait sauvé dans tellement de situations». Donc, entre autres, parmi les éléments qui vont vous aider à garder vos techniciens, un élément important, c'est de les accompagner dans la gestion des émotions de l'autre, donc les siennes. Les 2 sont liés. Là, il y a un sujet, parce que je pense que les gens qui font du SAV, ils nous regardent là, genre, qu'est-ce qu'ils racontent? En tout cas, on en parlera dans un prochain épisode. Merci, Laurent, et on se voit tous au prochain épisode. Salut et bonne semaine. Bonne journée à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils
qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!